Ma copine m'a quitté par texto. Je pars pour me concentrer sur mon article. Tu es trop banal pour comprendre la vraie créativité. Elle a ajouté, je vais mettre en gage ta bague bon marché, parce que les vrais artistes méritent de meilleurs matériaux que tes cadeaux pathétiques. Alors, j'ai légalement saisi tout son matériel artistique quand elle n'a pas pu me rembourser, et maintenant elle supplie. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer de vous offrir du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. Compte jetable pour des raisons évidentes. C'est long, mais croyez-moi, ça vaut la peine d'être lu. Tout cela s'est passé au cours des derniers mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Les noms ont été changés, évidemment, mais tout le reste est 100% vrai. Je suis encore en train de digérer certains aspects, mais honnêtement, je suis plutôt satisfait de la façon dont tout s'est terminé. Petit contexte, moi, Derek, 34 ans, je travaille comme chef d'équipe dans une usine de fabrication en banlieue de Cleveland. Ce n'est pas très glamour, mais ça paie bien et j'ai de bons avantages. Je travaille pour cette entreprise depuis 8 ans, je suis monté en grade depuis la chaîne de production. Je possède ma maison sans dette, grâce à l'assurance vie de mon grand-père que j'ai reçue quand j'avais 26 ans. J'ai remboursé l'hypothèque par anticipation parce que je déteste les dettes. Cassie est, ou plutôt était, ma copine depuis 4 ans, 29 ans, assistante marketing à temps partiel dans une petite entreprise du centre-ville. Elle parlait toujours de devenir artiste, mais ne s'y était jamais vraiment engagée. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans ma maison. Je l'ai demandé en mariage il y a 6 mois avec une bague qui m'a coûté 3 mois de salaire, parce qu'elle laissait sans arrêt entendre qu'elle voulait quelque chose de significatif et de substantiel. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte bien plus tôt, mais vous savez comment c'est quand on est dedans. Le mardi 15 mars à 14h17, je me souviens de l'heure exacte parce que je consultais mon téléphone pendant ma pause au travail, je venais de finir une réunion avec le directeur de l'usine au sujet des objectifs de production du 2e trimestre. J'avais pris mon café habituel au distributeur automatique de la salle de repos, le bon, pas celui immonde de l'étage principal, et j'ai vu que j'avais un texto de Cassie. Je pensais que c'était un banal « Comment va ta journée » ou peut-être une demande pour faire des courses. À la place, j'ai reçu ceci, Derek, j'ai besoin d'espace pour me retrouver en tant qu'artiste. Je déménage pour me concentrer sur mon parcours créatif. Garde la bague, je ne la mérite pas, après avoir mis mes rêves en pause pour cette relation. Je l'ai lu 3 fois. Puis je suis allé aux toilettes et je l'ai relu encore. 4 ans ensemble, 2 ans à vivre dans ma maison, les préparatifs du mariage en plein boom. On avait déjà versé des acomptes pour la salle, le photographe, le traiteur. J'avais pris des congés pour aller faire des dégustations de gâteaux avec elle. Le mois dernier encore, elle me parlait de vouloir essayer d'avoir un enfant après la lune de miel. Et elle met fin à tout ça par un texto pendant que je bosse. Le truc, c'est que je n'étais même pas surpris. En colère, oui. Blessé, évidemment. Mais surpris? Pas vraiment. Depuis 3 mois, elle agissait différemment. Elle avait commencé à fréquenter un collectif d'artistes en centre-ville tous les jeudis soirs, rentrait toujours tard, vers minuit, parlant d'énergie créative et d'éveil artistique. J'ai trouvé des reçus dans son sac à main pour du matériel artistique qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en une semaine, peinture haut de gamme, pinceau professionnel, toile à $200 pièce. Quand je lui ai demandé comment elle payait tout ça, elle s'est énervée et a dit que le collectif investissait dans son talent, et que je ne pouvais pas comprendre parce que je n'étais pas créatif. Ça m'a blessé, je ne vais pas mentir. Je bosse peut-être dans la fabrication, mais j'ai des passions. Je restaure des motos anciennes dans mon garage, j'ai construit la plupart de mes meubles moi-même, j'ai même appris à jouer de la guitare pendant les confinements. Mais selon Cassie, ce n'était pas de la vraie créativité. Le rendez-vous du jeudi est devenu bi-hebdomadaire, puis tri-hebdomadaire. Elle rentrait toujours avec de la peinture sous les ongles et un regard rêveur, comme si elle avait découvert le sens de la vie. Elle s'est mise à parler de comment les relations conventionnelles étouffaient l'expression artistique, comment le mariage n'était qu'un construct social destiné à piéger les esprits libres. J'aurais dû comprendre qu'elle préparait sa sortie. Mais comme un idiot, j'ai pensé que c'était juste une phase, qu'elle passerait à autre chose et qu'on reprendrait notre plan de vie ensemble. Ma réponse à son texto a été simple, sage décision. Puis j'ai bloqué son numéro. Je sais,
ça paraît froid, mais honnêtement, si quelqu'un veut balancer 4 ans de relation par un simple message alors que je suis au boulot, je ne vais pas le supplier de revenir. J'ai trop de respect pour moi-même. J'ai fini mon service et je suis rentré chez moi dans un état second. Je m'attendais à être plus émotif, mais en réalité je ressentais surtout une clarté glaciale, comme quand on admet enfin quelque chose à soi-même qu'on fuyait. Ces affaires étaient partout, un chevalet installé dans la chambre d'amis où se trouvait autrefois mon banc de musculation, des toiles empilées contre chaque mur, des fournitures d'art qui avaient envahi la moitié du garage. Ma moto était coincée dans un coin, entre son tour de potier et une sculpture sur laquelle elle bossait depuis des mois. La table de la cuisine était couverte de croquis et d'échantillons de couleurs pour des tableaux qu'elle conceptualisait. Je n'ai touché à rien. Je l'ai laissé gérer sa sortie. Mais voilà le truc, je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Jamais. Et quelque chose dans la formulation de son message, comme si elle me rendait service, m'est resté en travers de la gorge. Je ne la mérite pas, après avoir mis mes rêves en pause pour cette relation. Comme si nos 4 ans ensemble avaient été un immense sacrifice de sa part, comme si elle était la victime dans l'histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, alors je me suis assis dans mon garage avec mes outils et j'ai réfléchi. J'ai commencé à esquisser des idées pour un système d'échappement personnalisé que je voulais fabriquer depuis un moment. Travailler avec mes mains m'aide toujours à penser plus clairement. Et au petit matin, j'avais les prémices d'un plan. Première chose que j'ai faite, j'ai appelé pour dire que j'étais malade le mercredi matin. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une intoxication alimentaire. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, vu comme j'avais la nausée à force de repenser à toute cette histoire. J'ai passé la journée à trier les affaires de Cassie, pas pour fouiller, mais pour commencer à séparer ce qui m'appartenait de ce qui était à elle. Je devais protéger mes biens, tu comprends. C'est là que j'ai trouvé les reçus et pas seulement ceux des fournitures d'art que j'avais déjà vus. Caché dans une boîte à chaussures sous notre lit enfin, mon lit techniquement se trouvait toute une collection de documents qui dressaient un portrait très différent du parcours artistique de Cassie. Des reçus de restaurants où je n'étais jamais allé, des reçus d'hôtel pour un week-end en février alors qu'elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Toledo, des factures de téléphone portable avec des centaines de textos envoyés à un numéro que je ne reconnaissais pas. Celui de l'hôtel m'a vraiment fait un choc. Le Marriott Downtown, $280 pour une nuit. J'avais passé tout ce week-end à faire des heures supplémentaires parce que nous étions en retard sur une grosse commande. Et elle m'avait dit qu'elle aidait sa sœur à déménager. J'ai appelé sa sœur cet après-midi-là juste pour vérifier. Emma n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu Cassie depuis Noël. Donc, ma fiancée me mentait depuis des mois. Le collectif artistique n'était pas qu'une histoire de créativité. C'était une couverture pour, peu importe ce qu'elle faisait réellement. J'ai commencé à réfléchir à la chronologie, les changements d'attitude, les nuits tardives, l'obsession soudaine de se retrouver, et surtout l'argent. Le matériel d'art n'est pas bon marché, surtout les fournitures de qualité professionnelle qu'elle achetait. Son boulot de marketing à temps partiel rapportait peut-être $1800 par mois après impôt. Le loyer et les charges étaient à ma charge, mais elle avait encore ses mensualités de voiture, son assurance, ses prêts étudiants, ses cartes de crédit. Les chiffres ne collaient pas. C'est là que je me suis souvenu d'un truc. Il y a environ 6 semaines, elle m'avait demandé de co-signer un prêt personnel. Elle disait vouloir suivre un cours de céramique et avait besoin de meilleurs équipements. J'avais dit non parce que nous économisions pour les dépenses du mariage, et qu'un prêt me semblait inutile pour un hobby. Elle s'était énervée, m'avait accusé de ne pas soutenir ses rêves. Maintenant, je me demandais à quoi ce prêt servait réellement. J'ai appelé la coopérative de crédit où nous avions tous les deux nos comptes. Évidemment, il ne pouvait pas me donner de détails sur ses comptes, mais j'avais un pote qui travaillait là-bas. Tom et moi, on était au lycée ensemble. On est amis depuis des années. J'ai déjeuné avec lui mercredi après-midi et j'ai mentionné la situation de façon détendue. « Mec, t'as évité une balle », m'a-t-il dit. Je ne peux pas te donner de détails, évidemment, mais disons que si quelqu'un fait des avances de fonds en espèces pour financer son style de vie, eh bien, ce n'est généralement pas un plan viable. Des avances de fonds sur carte de crédit pour financer des fournitures d'art, des chambres d'hôtel, et Dieu sait quoi d'autre avec son collectif créatif. Ce soir-là, je fouillais d'autres papiers quand je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait grimper la tension, un contrat de location signé il y a 3 semaines pour un studio de l'autre côté de la ville. $950 par mois. Elle préparait ça depuis des semaines, voire des mois, et ne m'avait rien dit. Elle m'avait laissé continuer à planifier notre mariage comme si tout allait bien.
Le contrat était co-signé par un certain Trevor Morrison. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais quelque chose me dérangeait. Il m'a fallu quelques minutes pour faire le lien. Elle avait mentionné un Trevor à plusieurs reprises. Un des responsables du collectif artistique. Un type plus âgé, qui comprenait vraiment sa vision, blablabla. Une recherche rapide sur Facebook a révélé son profil. Trevor Morrison, 43 ans, marié, 2 enfants, photographe professionnel et mentor artistique. Son profil était rempli de photos artistiques en noir et blanc et de citations prétentieuses sur la créativité et la passion. Ses publications récentes le montraient lors de vernissages avec diverses jeunes femmes, toujours identifiées comme ses protégées. Et là, sur une photo datant de 2 semaines, il y avait Cassie, debout bien trop proche de ce type, à un vernissage, sa main sur le bas de son dos, tous deux semblant très intimes. La légende disait, célébrer l'éveil artistique de ma toute nouvelle muse. Muse, vraiment? J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque reçu, chaque photo, chaque conversation texte à laquelle j'avais accès. Si ça devait mal tourner et je commençais à croire que ce serait le cas, je voulais des preuves. Mais ce qui a vraiment scellé l'affaire pour moi, c'est ce que j'ai trouvé ensuite, son journal, enfoui sous une pile de livres d'art. Je sais, lire le journal intime de quelqu'un, c'est dégueulasse. Mais à ce stade, j'étais presque sûr que ma fiancée me trompait depuis des mois. Donc, ma boussole morale pointait dans une autre direction. Les entrées des 2 derniers mois étaient révélatrices. Beaucoup de choses sur Trevor, comment il l'aidait à explorer sa sensualité à travers l'art, comment il la comprenait d'une façon que je ne pourrais jamais, comment elle se sentait vivante pour la première fois depuis des années. Et cette perle de la semaine dernière, Derek, tellement focalisé sur les choses pratiques, comme les hypothèques et les économies pour la retraite. Il ne comprend pas que les vrais artistes doivent prendre des risques. T'es dit que je devrais suivre mon cœur, même si cela signifie blesser des gens qui ne peuvent pas comprendre le mode de vie artistique. Donc non seulement elle prévoyait de me quitter depuis des semaines, mais elle s'était aussi convaincue que j'étais le méchant de l'histoire pour avoir été un adulte responsable. Et Trevor le marié, père de 2 enfants, lui avait bourré le crâne avec des conneries sur le fait de suivre son cœur, tout en l'aidant à signer un bail pour un appartement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si Cassie voulait se retrouver en tant qu'artiste, j'allais m'assurer qu'elle obtienne exactement ce qu'elle avait demandé. Aucun filet de sécurité, aucun plan de secours, aucun retour possible quand la réalité la rattraperait. J'allais prendre ses paroles au pied de la lettre et la laisser vivre avec les conséquences. Le jeudi matin, je suis retourné au travail, mais ma tête bourdonnait de plans. 8 années dans l'industrie manufacturière t'apprennent à réfléchir de façon systématique, à décomposer des problèmes complexes, à identifier les points de défaillance, à planifier des solutions de repli. Les mêmes principes s'appliquent, que tu optimises des lignes de production ou que tu gères une ex-fiancée infidèle. Priorité numéro 1, protéger mes biens. J'ai appelé mon avocat, Jim Kowalski. Bureau dans un centre commercial, honoraire raisonnable, efficace, Jim. Question hypothétique, si quelqu'un vit dans ma maison depuis 2 ans mais que nous ne sommes pas mariés, quel droit cette personne a-t-elle sur ma propriété dans l'Ohio? Réponse, aucun, tant que la résidence est officiellement à mon nom et que je ne l'ai jamais ajoutée à l'acte de propriété. Le mariage de fait n'est pas reconnu ici. Parfait. J'avais payé toutes les dépenses majeures, hypothèque, services publics, taxes foncières. Cassie contribuait peut-être 3 cents par mois pour l'épicerie, toujours en liquide, jamais documenté. Elle avait d'ailleurs cessé de le faire il y a 2 mois, quand elle avait commencé à acheter du matériel artistique. Appel suivant, Marcus de la bijouterie. Le mariage est annulé, est-ce que tu peux me racheter la bague de fiançailles? Valeur marchande, environ 9800 $. Prix payé, 12500. Il a accepté de tout documenter en détail, certificat d'évaluation, rapport d'état, tout. Tu vois, légalement, la bague m'appartenait jusqu'au mariage. Elle avait été donnée en prévision du mariage, et comme elle avait rompu les fiançailles, j'étais parfaitement en droit de la réclamer. Si elle l'avait déjà mise en gage, elle avait essentiellement volé 12 500 $ de ma propriété. Le vendredi, j'ai pris un autre jour de congé. J'ai rassemblé toutes les affaires de Cassie dans le garage, tout photographié, recherché la valeur de chacun de ses équipements artistiques coûteux. J'ai fait changer les serrures avant 14 heures. 180 $ bien dépensés. Le coup de génie, appeler les services publics pour transférer tous les comptes à mon nom seul. Cassie était utilisatrice autorisée sur les comptes d'électricité et de gaz. Plus maintenant. J'ai aussi gelé mon crédit et changé tous mes mots de passe financiers.
Je réfléchissais comme Trevor. S'il avait été assez malin pour manipuler Cassie afin qu'elle parte, il savait sûrement qu'elle aurait besoin de soutien financier pour son mode de vie artistique. S'ils étaient désespérés, ils pourraient tenter d'accéder à du crédit à mon nom. Le vendredi soir, j'avais tout sous contrôle. Chaque chose était documentée, protégée, prête pour ce qui viendrait ensuite. Il ne me restait plus qu'à attendre que Cassie fasse le premier pas. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lundi matin, 10 heures. Grand coup sur ma porte d'entrée. Pas des coups normaux, des frappes lourdes. Cassie était là, valise à la main, l'air de quelqu'un qui avait dormi dans sa voiture toute la semaine. Derek, ma clé ne marche plus. J'ai changé les serrures. Quoi? Pourquoi? Je pensais que tu étais au travail. Tu es parti. Tu m'as envoyé un texto, tu te souviens? Voyage créatif et tout ça. Je ne voulais pas dire définitivement. J'avais juste besoin de quelques jours pour me vider la tête. Juste après avoir lu son journal et vu des photos d'elle avec Trevor, mon niveau de compassion était à 0. Tu dormais où? Elle a détourné les yeux. Chez des amis du collectif. Quels amis? Chez Trevor. Il a un atelier. Trevor, le mec marié avec 2 enfants? Et ça a donné quoi? Ses épaules se sont affaissées. Sa femme est rentrée plus tôt de chez sa mère, il y a eu un malentendu. Quel genre de malentendu peut arriver à minuit dans l'atelier de quelqu'un? On travaillait sur une sculpture. C'était complètement innocent. Travailler sur une sculpture à minuit, pendant que sa femme est absente? Bien sûr. Donc tu m'as quitté pour te concentrer sur l'art, tu t'es immédiatement installé chez un homme marié, et maintenant tu reviens parce que sa femme vous a surpris. Elle s'est mise à pleurer, grandes eaux. Derek, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'aime. Pendant 2 secondes, j'ai failli y croire. Puis je me suis rappelé les entrées de son journal, où j'étais trop terre à accent grave terre, où Trevor comprenait son âme d'artiste. Où est la bague? Elle a regardé son doigt nu. Quelle bague de fiançailles? Je l'ai mise en lieu sûr. Où? Long silence. Je l'ai peut-être utilisée comme garantie pour un prêt. Voilà. Elle avait mis en gage les diamants de ma grand-mère. Combien? 4 000 $. Mais je peux les rembourser. 4 000 pour une bague de 12 500 $? Tu t'es fait arnaquer dans un de ces prêteurs sur gage prédateur. Avec quel argent? Tu as quitté ton emploi il y a 2 mois. S'il te plaît, Derek, est-ce que je peux juste revenir vivre ici? Tu as rompu nos fiançailles par texto. J'ai refermé la porte. Elle a tambouriné pendant 15 minutes, alternant les pleurs et les cris. Puis elle est repartie en voiture. Cet après-midi-là, j'ai appelé le prêteur sur gage. Comme la bague m'appartenait légalement et que je pouvais prouver la propriété, ils allaient devoir traiter directement avec moi. Mais je n'avais pas l'intention de simplement payer son prêt et récupérer la bague. J'avais prévu quelque chose de bien plus éducatif. Le mardi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Derek, s'il te plaît ne raccroche pas. C'était la voix tremblante et désespérée de Cassie. Je croyais t'avoir bloqué. J'appelle depuis le travail. De l'agence d'intérim. S'il te plaît, je dois te parler de la bague. Le prêteur m'a appelé, ils ont dit que tu les avais contactés. Est-ce que tu pourrais juste me prêter l'argent pour la récupérer? Pourquoi je te prêterais de l'argent pour récupérer une bague qui m'appartient? Silence. Elle ne t'appartient plus. Je l'ai depuis 6 mois. En réalité, si. Les bagues de fiançailles sont données en prévision du mariage. Puisque tu as rompu les fiançailles, la bague revient au propriétaire initial. C'est la loi dans l'Ohio. Ça ne peut pas être vrai. N'hésite pas à appeler un avocat. En attendant, je vais aller au prêteur sur gage cet après-midi. Derek, attends, je peux te rembourser. Rembourser avec quoi? Du temps pour quoi? Pour trouver un autre homme marié chez qui emménager? C'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Se fiancer, vivre dans ma maison pendant 2 ans, puis mettre en gage les diamants de ma grand-mère pour financer ta petite aventure. Ce n'était pas la bague de ta grand-mère. Non, c'était la mienne. Les diamants de ma grand-mère, sertis dans une nouvelle monture. Ce que tu saurais si tu m'avais écouté quand je t'ai raconté son histoire. Là, ça l'a frappé fort. Je pouvais l'entendre pleurer.
Je raccroche. Tu peux venir récupérer tes affaires ce week-end. Amène un camion. J'ai immédiatement rappelé le prêteur sur gage. Ici Derek Morrison. Au lieu de rembourser le prêt, j'aimerais racheter la dette. Long silence. Vous pouvez répéter. La personne qui a mis la bague en gage n'en est pas légalement propriétaire. Je peux le prouver. Plutôt que de créer un imbroglio juridique, je vous propose de racheter la dette à prix réduit et de gérer la collecte moi-même. C'est inhabituel, mais rentable pour vous. Vous récupérez votre argent sans risque. 3 heures plus tard, je possédais la dette de Cassie. Ça m'a coûté $3 800 pour un prêt de $4 000, et j'ai récupéré la bague immédiatement. Mais voici la partie la plus savoureuse, le contrat de prêt qu'elle avait signé comportait des pénalités en cas de retard de paiement, et le montant total était exigible dans les 30 jours. Si elle ne payait pas, je pouvais exiger la restitution de tous les biens mis en garantie, y compris un droit sur tout bien de valeur qu'elle possédait, comme du matériel artistique haut de gamme. Le jeudi après-midi, elle est revenue avec un camion de déménagement et sa sœur Emma. J'avais tout emballé dans le garage. Tout est là, leur ai-je dit. Chevalet, toile, matériel d'art, vêtements, livres, tout. Emma me lançait des regards noirs pendant qu'elle chargeait. Cassie essayait encore de négocier certains objets. Ce tableau du phare, je l'ai fait pour ton anniversaire, je peux le laisser ici? Non. C'est ton œuvre. La machine à café? On l'a achetée ensemble. J'ai le reçu. C'est ma carte de crédit. Elle reste. Le tour de potier? Il a coûté $2800. Tu l'as acheté avec des avances de fonds sur ta carte de crédit. Il part. Cela a duré 2 heures, mais j'avais des preuves pour tous les objets importants. Finalement, Emma a pris la parole. Tu sais qu'elle t'aime vraiment. Tout le monde fait des erreurs. Oui, et tout le monde doit vivre avec les conséquences. Tu es vindicatif. Je suis pragmatique. Ta sœur voulait se trouver en tant qu'artiste. Je m'assure qu'elle vive pleinement l'expérience, y compris la réalité financière de devoir subvenir à ses besoins en vendant des poteries et des tableaux. Alors qu'elle terminait de charger, Cassie a tenté un dernier recours. 4 ans, ça compte pour quelque chose, non? On ne peut pas au moins rester amis? Les amis ne mentent pas pendant des mois, ne fréquentent pas des hommes mariés en cachette et ne mettent pas en gage les affaires des autres pour financer leur crise existentielle. Elles sont parties vers 18 heures. J'ai changé les serrures une nouvelle fois. Ce week-end-là, j'ai appelé la mère de Cassie, Patricia. Je me suis dit qu'elle allait entendre une version différente et je voulais prendre les devants. Bonjour Patricia, c'est Derek. Je voulais vous informer que Cassie et moi ne nous marierons pas. Elle a décidé de se concentrer sur sa carrière artistique. Oh mon Dieu, Derek, que s'est-il passé? Elle m'a appelé en pleurs, mais je n'ai compris que la moitié. Elle vit chez quelqu'un de son collectif artistique, un homme marié nommé Trevor Morrison. Quand sa femme a découvert la situation, Cassie a dû partir. Long silence. Elle vivait chez un homme marié depuis plus d'une semaine? Peut-être même plus longtemps. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit que tu l'avais jeté dehors sans raison. Patricia, je n'ai jamais jeté personne dehors. Elle est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. J'ai respecté sa décision. Mais elle a dit quelque chose sur toi qui aurait vendu sa bague de fiançailles. Elle l'a mise en gage contre de l'argent liquide, $4000. La bague m'avait coûté $12 500. J'ai dû racheter la dette pour la récupérer. Oh Derek, je suis désolé. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes. Patricia était visiblement bouleversée. Le récit de Cassie ne tenait pas la route. Apparemment, Cassie lui avait demandé de l'argent, affirmant que j'avais bloqué ses comptes communs, ce que nous n'avions même pas, et que je lui avais volé sa voiture, qui était pourtant à son nom. À la fin de la conversation, Patricia avait compris la vraie situation. Plus important encore, elle avait compris qu'aider Cassie à s'en sortir ne ferait qu'encourager d'autres mauvaises décisions. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Ici Trevor Morrison, nous devons parler. Là, ça promettait. Je n'ai pas répondu au message de Trevor ce soir-là. Je l'ai laissé mijoter. Mais le mardi matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. Encore un numéro inconnu. Ici Trevor Morrison. Je pense que nous devrions nous rencontrer et discuter de cette situation comme des adultes. Quelle situation, Trevor? Écoute,
Je sais que tu es contrarié à propos de Cassie, mais tu gères ça de la mauvaise manière. C'est une artiste talentueuse qui a besoin de soutien, pas de punition. Le culot de ce type. C'est une adulte qui a fait ses choix. Je m'assure simplement qu'elle en assume les conséquences. Tu es vindicatif, tu l'exclus financièrement, tu la rends sans domicile. Personne ne l'a rendue sans domicile. Elle a choisi de partir. Elle a choisi d'emménager chez toi. Elle a choisi de mettre en gage une bague qui ne lui appartenait pas. Cette bague était un cadeau. On ne reprend pas un cadeau. En réalité, si. Et je l'ai fait. Peut-être que tu devrais te contenter de la photographie et laisser les conseils juridiques aux avocats. Long silence. Je suis au courant de la dette, de ce que tu as fait avec le prêteur sur gage. C'est prédateur. Ce qui est prédateur, c'est un homme marié qui convainc une femme de 29 ans de quitter son fiancé et de financer son nouveau style de vie avec des dettes de cartes de crédit et des bijoux mis en gage. Notre relation est purement artistique. Ta femme n'est pas du même avis. Silence. Voilà le truc, Trevor. Je me fiche de ce que toi et Cassie fabriquez, tant que vous le gardez loin de moi et de mes biens. Mais si tu appelles pour me menacer ou tenter de négocier un quelconque arrangement, tu perds ton temps. Je ne menace personne. J'essaie d'aider une jeune artiste victime d'abus financiers par son ex-fiancé. Alors aide-la à rembourser sa dette. Soutiens sa carrière artistique. Mets ton argent là où est ta bouche. Je ne peux pas. Ma situation est compliquée en ce moment. Bien sûr. Sa femme avait probablement gelé leur compte et consulté déjà des avocats spécialisés en divorce. On dirait que tu as tes propres problèmes à gérer. Écoute Derek, soyons raisonnables. Cassie a fait des erreurs, mais elle en a tiré des leçons. Si tu pouvais juste. Non. Tu n'as même pas entendu ce que j'allais dire. Pas besoin. La réponse est non. Cassie voulait se trouver en tant qu'artiste. Elle voulait de l'espace pour explorer sa créativité. Elle voulait vivre la vie sans être freinée par des considérations pratiques comme un prêt immobilier ou les préparatifs d'un mariage. Eh bien, félicitations. Elle obtient exactement ce qu'elle a demandé. J'ai raccroché. Mais Trevor n'en avait pas fini. Le jeudi après-midi, il s'est présenté à mon travail. Il est carrément venu à l'usine et a essayé de les convaincre de m'appeler à la réception. La sécurité ne l'a pas laissé passer le portail, mais ils m'ont appelé pour me demander si je voulais lui parler. Dites-lui que je suis occupé et qu'il devrait appeler mon avocat s'il a quelque chose d'important à dire. Le vendredi matin, j'ai reçu un appel de Jim Kowalski. Derek, je viens de recevoir un appel des plus étranges. Un type nommé Trevor Morrison, qui dit représenter une certaine Cassie dans un différend avec toi concernant une bague de fiançailles et une histoire de dette. C'est un avocat? Certainement pas. Je lui ai demandé son numéro d'inscription au barreau et il a raccroché. Bien. Juste pour que tu sois au courant, un photographe remplit la tête de mon ex-fiancé avec des idées de poursuite judiciaire pour me soutirer de l'argent. S'il te recontactait, rappelle-lui qu'usurper la qualité d'avocat est un crime. On fera ce qu'il faut. Tout est en ordre de ton côté? Tout est parfait. Et c'était vrai. Tu vois, Trevor qui appelle mon avocat, c'était en réalité la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que maintenant, j'avais une preuve officielle qu'il était activement impliqué dans une tentative d'extorsion d'argent. Si la situation dégénérait, j'avais la preuve que Cassie n'agissait pas seule. Mais la cerise sur le gâteau est arrivée la semaine suivante. J'étais en train de déjeuner dans un petit dîner du centre-ville quand j'ai entendu deux femmes parler dans la cabine derrière moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre l'oreille quand j'ai entendu le nom de Trevor. Le divorce a été prononcé rapidement. Apparemment, elles rassemblaient des preuves depuis des mois. Vraiment? Je croyais qu'ils étaient heureux. Mon Dieu. Lisa m'a dit qu'il trompait sa femme depuis des années avec de jeunes femmes de ses cours de photographie, des étudiantes en art, toutes celles qui tombaient dans son piège de mentor artistique. Elle a juste attendu d'avoir assez de preuves pour le dépouiller. Et son atelier? Fini. Il avait du retard de loyer et utilisait l'argent de ses ateliers pour ses dépenses personnelles. Le propriétaire l'a expulsé la semaine dernière. J'ai payé mon addition et je suis parti, non sans avoir bien regardé les femmes. J'en ai reconnu une. Elle travaillait à la galerie où Trevor exposait autrefois. Donc, la vie de Trevor s'écroulait aussi. Sa femme l'avait saigné pendant le divorce. Son entreprise avait probablement fait faillite.
Il faisait peut-être face à des accusations de fraude pour détournement des frais de stage. Et maintenant, il était coincé à gérer le drame émotionnel et financier de Cassie, en plus de ses propres problèmes. On n'aurait pas pu rêver meilleur scénario, même en l'ayant planifié. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre message venant du numéro de Cassie. Derek, s'il te plaît, je ne peux pas faire le paiement ce mois-ci. On peut trouver un arrangement? Le paiement de la dette. Pile dans les délais. Le paiement est dû intégralement le 30. Ça fait 5 jours à partir de maintenant. Je n'ai pas 4000 $. Je fais des petits boulots intérimaires. S'il te plaît. Je peux faire des versements? Tu aurais dû y penser avant de mettre en gage une propriété qui ne t'appartenait pas. Que se passe-t-il si je ne paie pas? Je lui ai envoyé une photo du contrat de gage qu'elle avait signé. Lis la section 7. La section 7 détaillait le processus de saisie des biens en cas de défaut de paiement. Si elle ne payait pas, je pouvais réclamer tout bien dont la valeur était égale ou supérieure à la dette restante. Ce qui signifiait que je pouvais saisir tout ce qu'elle possédait d'une valeur supérieure à 4000 $. Comme, disons, un tour de potier d'une valeur de 2800 $, plus des fournitures artistiques d'une valeur d'au moins 1500 $. Tu n'as pas le droit. Ce sont mes outils. J'en ai besoin pour gagner ma vie. Alors tu ferais mieux de trouver comment effectuer le paiement. Mais voici la meilleure partie, je savais qu'elle ne pouvait pas. Son emploi d'intérim lui rapportait peut-être 1200 $ par mois après impôt. Le loyer de son studio coûtait 950 $. Il lui restait donc 250 $ pour se nourrir, mettre de l'essence, payer ses factures et le reste. Même si elle avait économisé chaque centime depuis son départ, elle aurait peut-être 800 $ sur son compte. Les calculs étaient impossibles. Et elle commençait enfin à s'en rendre compte. Le dimanche soir, 3 jours avant l'échéance du paiement, ma sonnette a retenti. Cassie était sur mon perron. Mais elle avait changé. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, comme usée. On peut parler? De quoi? Je ne peux pas faire le paiement, Derek. Tu le sais. J'ai tout essayé. J'ai emprunté à des amis, demandé des prêts, même sollicité l'aide de ma mère. Personne n'a cette somme sous la main. On dirait un problème qui te regarde. S'il te plaît, je t'en supplie. Ces fournitures artistiques sont tout ce qu'il me reste. Si tu les prends, je n'ai plus rien. Et voilà. La prise de conscience complète de ce que ses choix lui avaient coûté. Trevor avait disparu. Ses promesses de mentorat artistique et de liberté créative s'étaient révélées être les absurdités qu'elles avaient toujours été. Ses économies avaient disparu. Son crédit était ruiné. Ses perspectives de carrière se limitaient à des emplois intérimaires et à la vente au détail. Les seules choses de valeur qui lui restaient étaient les fournitures d'art achetées avec de l'argent emprunté. Tu as exactement ce que tu voulais, Cassie. Tu te souviens? Tu voulais de l'espace pour te trouver en tant qu'artiste. Tu voulais vivre la vie sans être contrainte par des choses pratiques. Tu voulais suivre ton cœur au lieu de t'inquiéter pour des trucs ennuyeux comme la stabilité financière. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Oui, tu avais tort. Mais avoir tort n'efface pas les conséquences. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Pas les larmes manipulatrices d'avant, mais un vrai désespoir, ce genre de pleurs qui survient quand quelqu'un comprend enfin qu'il a détruit sa propre vie et qu'il n'y a plus de retour possible. Qu'est-ce que tu veux de moi, Derek? Que faudrait-il pour que tu me pardonnes? Et tu sais quoi? Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis rappelé les pages de son journal, où elle disait que je ne comprenais rien à la passion artistique, les mensonges sur les visites à sa sœur, les photos d'elle blotties contre Trevor lors de vernissage pendant que moi, je préparais notre mariage. Je ne veux rien de toi, Cassie. Je veux que tu assumes tes choix. Tu as choisi Trevor à ma place. Tu as choisi la dette plutôt que la responsabilité. Tu as choisi de mettre en gage mes biens pour financer ton éveil artistique. Maintenant, tu vis avec tout ça. Elle est partie sans dire un mot de plus. Le mardi, date limite du paiement, est arrivé et reparti. Aucun paiement. Aucun message. Rien. Le mercredi matin, j'ai appelé Jim Kowalski. Il était temps d'exécuter la saisie. L'intervention a été programmée pour le vendredi matin. Jim a préparé tous les documents. Tout était légal, officiel. Cassie ne s'y est pas opposée,
probablement parce qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat. J'ai loué un camion et me suis rendu à son studio avec un huissier et un serrurier. L'ensemble a duré environ 1 heure. Tour de potier, chevalet, matériel artistique, tableau fini, tout ce qui valait plus de $50 a été chargé. Pendant ce temps, Cassie était assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Elle n'a rien tenté, n'a pas crié, n'est même pas sortie. Elle est restée là, les larmes coulant sur ses joues, pendant que des inconnus emportaient les derniers vestiges de ses rêves artistiques. L'huissier lui a précisé qu'elle pouvait garder ses effets personnels, comme les vêtements et les meubles, mais que tout ce qui était considéré comme matériel professionnel ou œuvre de valeur pouvait être saisi. Quand nous avons terminé, son appartement ressemblait à une chambre universitaire, un matelas au sol, des meubles bon marché, des murs nus. De retour chez moi, j'ai rangé le tout dans le garage, bien trié en piles. J'ai pris des photos pour mes dossiers, établi des listes, recherché les valeurs de revente. Le tour de potier valait à lui seul près de $3000 si je le revendais à un autre artiste. Les tableaux finis étaient plus difficiles à évaluer, mais il existait des galeries à Cleveland qui pourraient être intéressées. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Derek, c'est Patricia, la mère de Cassie. Bonjour Patricia. Je voulais simplement te remercier. Ça m'a surpris. Me remercier de ne pas lui avoir laissé passer ça. Je sais que ça peut paraître dur, mais elle trouve toujours des excuses et rejette la faute sur les autres depuis l'adolescence. Trevor, toi, l'économie, la malchance, tout sauf elle-même. Je suis désolé que tu aies à gérer tout ça. Ne le sois pas. Elle a 29 ans, Derek. Elle est assez grande pour assumer les conséquences. Je lui ai proposé de revenir à la maison temporairement, à condition qu'elle suive une thérapie et commence à rembourser ses dettes. Elle a refusé. Elle a dit que je ne comprenais pas sa vision artistique. Où est-elle maintenant? Elle loge chez des amis, je crois. Toujours convaincue que tout ça est injuste, que c'est toi le méchant parce que tu ne l'as pas tiré d'affaire. Patricia a soupiré. J'aime ma fille, mais je ne peux plus encourager ce genre de comportement. Tu as fait ce qu'il fallait. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon garage à regarder tout le matériel d'art de Cassie. Une partie de moi pensait que je devrais me sentir coupable ou revanchard. Mais en vérité, je me sentais surtout fatigué et soulagé. Tu vois, le truc, c'est que je n'ai jamais voulu détruire la vie de Cassie. Je voulais juste qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences. Qu'on ne peut pas construire un avenir sur des mensonges, de l'argent emprunté et les mariages des autres. Que la réussite artistique réelle demande autant de discipline et de responsabilité financière que n'importe quelle autre carrière. Elle s'était convaincue que devenir artiste signifiait être affranchi de toute contrainte pratique. Que les créatifs étaient au-dessus des règles imposées au commun des mortels. Trevor avait entretenu cette illusion parce que ça l'arrangeait. Mais la réalité, elle, se moque bien de la vision artistique. Le loyer doit toujours être payé le premier. Les cartes de crédit doivent toujours être remboursées. Et mettre en gage les biens des autres reste du vol. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne connaissais pas Derek, c'est Cassie. Je t'écris pour te dire que je pars vivre à Portland pour recommencer à zéro. J'ai beaucoup appris sur moi-même ces derniers mois, et je pense que j'ai besoin d'un nouveau départ ailleurs. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner les erreurs que j'ai faites. Je n'ai jamais voulu te blesser. Aucune excuse pour m'avoir menti pendant des mois. Aucune reconnaissance du fait qu'elle avait tenté de voler mes biens. Aucun vrai sens des responsabilités. Juste des erreurs ont été commises et je ne voulais pas te faire de mal. Certaines personnes n'apprennent jamais. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, j'ai vendu le tour de potier à une femme qui enseignait la céramique dans un centre communautaire. J'en ai tiré $2600, ce qui était la valeur juste. J'ai vendu la plupart des fournitures artistiques à des étudiants de l'école d'art locale. Quant aux tableaux, je les ai gardés. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement beaux, mais parce qu'ils me rappelaient quelque chose d'important. Tu vois, la plus grande erreur de Cassie n'a pas été de me tromper, ou de mettre en gage la bague, ou tous les drames. Sa plus grande erreur a été de croire que vouloir quelque chose très fort suffisait pour y avoir droit. Qu'on pouvait remplacer la discipline par la passion. Qu'on méritait que les autres soutiennent ses rêves, peu importe la manière dont on les traitait. Elle voulait être une artiste, mais elle ne voulait pas faire le travail. Le vrai travail. Pas seulement la partie amusante et créative, mais aussi l'aspect gestion, la planification financière, la lente construction de compétences,
de réputation, de clientèle. Elle voulait le fantasme romantique de l'artiste maudite, sans réellement lutter pour quoi que ce soit. Trevor a nourri ce fantasme, parce que ça lui profitait. Moi, je l'ai remis en question, parce que je tenais sincèrement à son bonheur et à sa réussite à long terme. Mais confronter les illusions de quelqu'un, ce n'est pas aussi séduisant que de les valider. Alors elle a choisi Trevor. Et ensuite, la réalité l'a rattrapée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, Cassie travaillait dans un café à Portland. Elle parlait toujours de sa carrière artistique, mais ne produisait pas grand-chose. Trevor, lui, avait complètement disparu après le divorce. Il avait probablement déménagé quelque part où sa réputation ne l'avait pas encore suivi. À la recherche de nouvelles victimes à mentorer. Les ordures se sont sorties toutes seules. Moi, je me suis juste assuré qu'elles ne reviennent pas.